Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour une nouvelle conférence de cette Job Fair sur la thématique recruter et trouver un job, comment s'y prendre en 2026. Donc avec nos trois invités, on va explorer un peu les nouveaux enjeux du secteur du recrutement en 2026 parce que trouver un emploi, c'est toujours un long chemin avec de multiples composantes. Puisque trouver un emploi, c'est d'abord faire se rencontrer l'économie, ce qui se passe dans le monde économie, et le travail et les emplois disponibles. C'est faire se rencontrer une entreprise et un candidat ou une candidate. Et puis c'est aussi une rencontre entre une personne et un métier, voire même, on l'espère, une vocation. Et donc il est nécessaire que ces planètes s'alignent. Et aujourd'hui, on voit que tout bouge très vite et ce salon en est le reflet. L'économie évolue beaucoup, il y a des nouveaux secteurs qui émergent, d'autres qui sont en décroissance, voire même des secteurs qui disparaissent. Il y a des métiers qui se créent un petit peu chaque jour avec plus ou moins de besoins. Et puis il y a aussi l'intelligence artificielle qui vient bouleverser, créer des nouvelles pratiques, créer des nouveaux outils à chaque étape d'un processus de recrutement. Et donc ça crée des transformations, parfois douces, parfois plus radicales, sur les sujets de recrutement, que ce soit côté candidat, candidate ou côté recruteur et recruteuse. Et donc on va avoir trois points de vue différents aujourd'hui à la table pour essayer d'évoquer ces transformations à l'œuvre. Et surtout, si vous êtes ici, c'est très certainement que vous êtes soit recruteur, soit en recherche d'emploi, d'essayer de vous donner les clés aussi pour que vous puissiez comprendre les évolutions de ce secteur. Donc je suis ravie d'accueillir avec nous donc Fabienne Arata qui est Country Manager de LinkedIn France. On a Samir Souadji qui est directeur de l'association Apart et qui est en train d'arriver, donc je ne sais pas s'il est déjà là, Saïd Amouche qui est le CEO du groupe Mosaïque RH. Et s'il n'est pas encore là, il va nous rejoindre discrètement au moment où il arrive. Eh ben on peut... Est-ce que tu veux te mettre là, Samir? Ouais. Comme ça, hop, je me mets là. On peut commencer avec vous deux. On va dans une première partie essayer de décrypter avec différents points de vue et différentes perspectives sur le marché de l'emploi les évolutions actuelles, puisqu'on a la chance d'avoir des personnes qui travaillent sur le terrain avec des demandeurs d'emploi, aux côtés des recruteurs ou avec une vision macroéconomique avec LinkedIn. Et donc essayer d'avoir un peu vos points de vue aujourd'hui sur qu'est-ce qui se passe en 2026 avec toutes les évolutions et les nouvelles technologies qu'on connaît. Qu'est-ce qui se passe au niveau du marché de l'emploi. Et on va commencer avec vous, Fabienne, puisque vous dirigez LinkedIn en France, donc vous êtes la plateforme qui a le plus de vision sur ce qui se passe sur le marché de l'emploi en France. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques chiffres et quelques tendances de ce qui se passe aujourd'hui sur le champ du recrutement ? Merci beaucoup Alizée, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, LinkedIn, notre métier c'est de connecter les professionnels entre eux et avec les entreprises. Aujourd'hui, 32 millions de professionnels en France sont présents sur la plateforme, 850 000 entreprises représentées, 14 000 écoles, universités de tout niveau. Et ce qu'on constate aujourd'hui, et donc les chiffres que je vais vous partager en termes de tendance d'emploi sont fondés sur cette cartographie digitale des emplois et des compétences que nous portons, et donc sur la donnée qui fonde ce qu'est LinkedIn aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est effectivement une décélération du marché de l'emploi. Près de 63% des professionnels estiment qu'il est plus difficile aujourd'hui de trouver un emploi que l'année précédente. 73% chez les jeunes. Donc effectivement, un marché qui se contracte. Vous n'êtes pas seul. On a doublé le nombre de candidats par offre. Post-Covid, on était à 1,5 candidats par offre. On doit aujourd'hui tangenter les 3, 8 ou voire 4. En revanche, pour les recruteurs, c'est un marché qui reste très complexe parce que très contrasté. Certaines filières et certains métiers sont très très pénuriques et on y reviendra probablement dans notre conversation, et extrêmement difficiles à recruter. Et pour autant, cette difficulté pour un certain nombre de candidats de trouver un emploi. Enfin, deux derniers chiffres qui vont également illustrer nos propos suivants en termes d'évolution des compétences et de bouleversement que vous avez souligné relatif à l'IA.
Aujourd'hui, 10% des professionnels occupent un poste dont l'intitulé de poste n'existait pas il y a encore 20 ans. Et ces quelques dernières années, près de 35% des compétences ont été radicalement transformées. Si chacun d'entre nous, on évalue notre portefeuille de compétences, et maintenant c'est comme ça que les recruteurs recrutent et sourcent leurs candidats, plus d'un tiers de nos compétences à poste égal ont changé. Ce qui veut dire que même si on ne change pas d'emploi, et ça va aller en s'accélérant, notre emploi, notre métier change à notre place. Merci beaucoup pour ces éléments. Donc on reviendra juste après sur quels sont les secteurs qui recrutent et les métiers qui recrutent. Samir, vous avez fondé, vous dirigez l'association Apart. Peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus ce que vous faites avec les jeunes, et surtout, on entend beaucoup de choses sur les jeunes cherchent du sens, les jeunes valorisent les métiers de terrain. On voit même des articles aujourd'hui sur les jeunes cherchent des métiers ennuyeux pour être plus tranquilles. Enfin voilà, on entend plein de choses. Moi, je suis très curieuse d'avoir votre point de vue de terrain d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites avec les jeunes que vous accompagnez, et quelles sont un peu les clés que vous avez trouvées aussi pour les accompagner vers un parcours professionnel qui les épanouit? Oui, effectivement, d'abord, merci à toutes et à tous d'être là pour nous écouter. Apart, on a fondé ça il y a 22 ans maintenant, sur un constat qui est un peu sur ces difficultés d'insertion sociale et professionnelle, mais pas que, parce que du coup, on n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. Déjà, l'institution qui est présente, il y a déjà plein d'associations qui œuvraient dans ce sens-là. Mais on s'est dit, on va venir avec des outils peut-être différents, une approche un peu différente, qu'on va miser sur la valeur humaine, sur les questions de confiance en soi, en fait, des petits freins qu'on a pu repérer au fur et à mesure. Moi, je suis de métier éducateur spécialisé, donc la rencontre avec l'humain, l'échange, on a pu pas mal échanger. Principalement, nos publics aujourd'hui, les jeunes, entre 16 et 30 ans, très éloignés de l'emploi. On intervient dans toute l'Île-de-France, mais un peu plus, quand même, plus de 50% en Seine-Saint-Denis, dans les quartiers QPV. Mais pas que, parce que la philosophie d'Apart, elle a été aussi de s'ouvrir à tous les jeunes, quel que soit leur profil, quelle que soit leur adresse, leur quartier, leur ville. Parce qu'on a constaté qu'aussi, on a des jeunes étudiants qui ont des difficultés aujourd'hui à s'insérer professionnellement. Nous, notre public, un peu le profil, c'est des jeunes qui sont pas diplômés, qui n'ont pas ces codes, comme on dit, qui ne sont pas sur LinkedIn, qui ne sont pas dans Indeed, qui n'ont pas tous ces outils de 2026. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu cette culture-là, ils n'ont pas cette éducation-là. Quand on ne fait pas d'études, on ne découvre pas ce monde-là. Et donc nous, on a misé un peu sur le fait d'être plus terre à terre avec eux et de jouer, parce que l'un des plus gros freins, c'est aussi la confiance en soi, la confiance en leurs compétences, des compétences qui ne sont pas forcément révélées. Parce que quand on a arrêté l'école assez tôt, ou on reste ancré dans son quartier, on n'est pas en contact avec ces entreprises, on n'est pas en contact avec ce monde du travail, et malheureusement, et c'est sur quoi on lutte aussi, et le message qu'on passe aux jeunes, on accepte ce qui vient à nous. On l'a vu pendant les JO, par exemple, on a d'énormes besoins sur les métiers de la sécurité, sur les métiers de la logistique. Et là, on a été chercher dans les quartiers, et on fait croire aux jeunes que vous êtes bons pour ces métiers-là. Nous, on essaie un peu de démontrer que grâce à leurs compétences, grâce aux outils qu'on met en œuvre, les projets qu'on fait avec eux, qui se dévoilent et qui dévoilent une confiance en eux qui leur permet aussi d'aller au-delà de leurs capacités. Et l'un de nos projets phares, c'est l'insertion par le sport, et pas n'importe quel sport. Hein. On est sur les sports nature, alors pour tout plein de raisons. Et la première, c'est que déjà, moi, je suis passionné de montagne, et c'est quelque chose que j'ai envie de partager depuis plus de 20 ans et que je partage encore aujourd'hui. Et à travers un projet qu'on a qui s'appelle les expéditions fraternité, à travers la montagne, à travers le trek, on voyage, on passe des exploits, on se découvre, on se dévoile, et on a surtout cette confiance en soi. On va chercher des sommets un peu partout dans le monde, notamment aussi en France avec de l'alpinisme. On passe des sommets à plus de 5000 mètres d'altitude, de haute altitude, avec des jeunes qui n'ont pas vocation, qui ne connaissent pas un peu ce monde-là, et qui se dévoilent, qui apprennent à se connaître dans la difficulté, qui apprennent à se connaître en groupe, qui apprennent à valoriser un peu leurs compétences. Et ça, je peux le dire et je peux témoigner aujourd'hui, on a même des jeunes qui sont parmi nous là. Quand ils sont en fin d'entretien d'embauche, souvent ils sont questionnés dans leur CV. Tu as fait le Kilimandjaro, tu as été dans l'Himalaya, tu as traversé la Bolivie, 5000 mètres, 6000 mètres d'altitude, ça dévoile tout plein de connaissances. Tout plein de connaissances sur soi-même, tout plein de compétences aussi, parce que quand on sait un peu se dépasser,
Donc nous, on mise un peu sur ces questions-là de façon à retranscrire un peu ces valeurs de compétences et être un peu plus terre à terre. Et c'est un peu bon, je laisserai ça pour la conclusion, mais un peu le message qu'on essaie de faire passer, c'est de revenir un peu sur des questions un peu plus humaines, un peu plus à qui on a affaire humainement en fait. Quelle est la personne en face, quelles compétences elle a, au-delà des métiers où que forcément, certains métiers, on a besoin de diplôme, on a besoin de qualification, mais sur beaucoup de métiers, la compétence peut faire l'affaire. Ouais, ce qui est intéressant, c'est de revenir à la compétence qui peut être développée dans d'autres contextes que les contextes académiques qu'on connaît. Et à l'heure de toutes les transformations, notamment digitales, la compétence comportementale et humaine, elle devient clé. Je parlais en introduction de l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si vous utilisez l'intelligence artificielle pour rédiger vos lettres de motivation ou vos CV. J'imagine que beaucoup commencent à le faire. Fabienne, qu'est-ce qu'aujourd'hui ça change l'intelligence artificielle dans les parcours de recherche d'emploi ou de recherche d'employés? Comment c'est utilisé? Est-ce que vous avez des conseils aussi à donner ici sur comment apprivoiser ces nouveaux outils? Déjà, avant d'aborder ce que ça change dans un parcours de recherche d'emploi ou, à l'inverse, pour une entreprise qui recrute, ce que ça change sur l'ensemble des métiers et ce, quels que soient les métiers. J'évoquais tout à l'heure que plus de 30% des compétences ont été transformées. On attend d'ici 2030 70% des compétences transformées demandées relativement à l'IA, parce qu'effectivement l'IA reprend à sa charge un certain nombre de tâches répétitives, voire les moins satisfaisantes. Si je prends l'exemple du métier de recruteur, les recruteurs se déchargent aujourd'hui d'un certain nombre de tâches de la rédaction de l'offre d'emploi, la rédaction d'un message, l'automatisation d'un contact, etc., pour passer plus de temps avec les candidats ou pour passer plus de temps avec le manager qui va recruter, et donc plus de temps qualitatif aussi. Mais ça implique une transformation profonde de son métier. Ce que j'évoque là est vrai pour les fonctions commerciales, les fonctions transverses, un certain nombre, et y compris les métiers de terrain, les métiers de la logistique qui aujourd'hui bénéficient aussi de l'IA parce que ça permet une certaine flexibilité sur l'organisation des emplois du temps, par exemple, ou voire aussi les métiers de soins. Donc l'ensemble du monde du travail est radicalement transformé. Face à cette transformation, il n'est plus question maintenant de chercher un emploi sur la base d'un titre ou d'un poste, parce qu'un titre ne veut plus dire grand-chose. Et d'ailleurs, les entreprises l'ont bien compris depuis maintenant quasiment 3 ans, où la plupart d'entre elles ne recrutent plus non plus sur un diplôme. Alors, la table ronde précédente abordait 2 des plus grandes écoles, mais ne recrutent plus non plus sur un diplôme ou une qualification précise, ni même sur une expérience exactement similaire au poste pour lequel ils ont besoin de recruter, mais vont recruter sur ce qu'on appelle un filtre compétences, qui vont être des compétences techniques, métiers, des gestes, des savoir-faire, mais également beaucoup de compétences comportementales et des compétences comportementales acquises dans plusieurs natures d'expériences, et pas forcément une expérience professionnelle. Les expériences dans le sport, bénévole, associative, toute expérience qui est susceptible de vous avoir fait révéler une nature de compétence qui va pouvoir être utile pour le poste en question. Une fois qu'on a compris ça, ça veut dire que lorsqu'on est un candidat ou en recherche d'emploi, la première chose à avoir à l'esprit lorsqu'on se sert de l'IA, c'est que l'IA va vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, et en particulier sur LinkedIn, vous pouvez maintenant non pas chercher avec un titre, un intitulé de poste, mais chercher en langage complètement naturel un poste en disant je veux un emploi dans l'aide aux soins qui me permette d'exprimer des compétences relationnelles ou qui me permettent de rencontrer beaucoup de monde et de nouer des relations. Et là, vous voyez bien qu'une fois que vous l'exprimez de cette manière-là, vous exprimez d'une part ce que vous voulez faire, mais de manière extrêmement profonde, personnelle,
complètement déconnectés du secteur industriel, complètement déconnectés d'un type de poste figé, et ça va vous ouvrir beaucoup plus d'opportunités que celles auxquelles vous auriez immédiatement pensé. À l'inverse, les recruteurs, mais ça ils le savent, ils le pratiquent déjà depuis plusieurs années, ils vont également chercher les candidats de cette manière-là, avec un certain nombre de compétences qui peuvent arriver d'autres secteurs. Si je prends par exemple aujourd'hui une filière qui est éminemment pénurique, qui est celle de l'industrie du nucléaire, nous sourçons aujourd'hui pour l'EPR de Penly, on va aller chercher des professionnels issus d'autres secteurs parce que évidemment la filière des métiers du nucléaire aujourd'hui elle est pénurique et des responsables HSE, des responsables qualité, ben, on va aller les chercher dans d'autres secteurs que celui du nucléaire. Et lorsqu'un recruteur ou une entreprise recrute de cette manière-là, en moyenne, il a la faculté d'augmenter, de multiplier son vivier adressable de talents par 10. Merci, hyper inspirant, je pense, quand on cherche un emploi. Bienvenue Saïd. Donc toi, tu diriges le groupe Mosaïque RH. Donc tu accompagnes à la fois des candidats, mais aussi des recruteurs. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années dans la façon dont les recruteurs recherchent des profils et des talents? Est-ce que tu as vu des évolutions actuellement, et notamment en termes d'ouverture aussi à des nouveaux profils et des nouveaux viviers? Bonjour Alizé, toutes mes excuses pour mon retard. Bonjour Fabienne. Ce qui a beaucoup changé en fait, c'est la manière. On est face à un paradoxe. Il n'y a jamais eu autant en fait de pénurie de talents et on n'a jamais eu autant de gens au chômage en quête en fait de son destin professionnel. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est-à-dire que on est passé en fait d'une ère où le diplôme faisait tout à une ère où à un moment donné, on est en train de se positionner davantage sur les aptitudes naturelles de l'individu, sur davantage la culture de l'entreprise, sur davantage la technologie qui prend le pas en fait sur le CV. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment une mutation qui peut permettre très vite, si on s'occupe correctement du sujet, de réduire probablement les inégalités qu'on peut avoir entre les femmes, les hommes, les jeunes des quartiers, les ruraux, mais aussi ceux qui sont issus en fait de milieux favorisés ou qui habitent ces territoires favorisés. Et c'est une réponse intéressante à analyser. Très clairement, nous on constate au sein de Mosaïque RH qu'on a besoin d'innover, on a besoin de réfléchir à la manière dont on va accompagner cette mutation à travers des innovations sociales, à travers voilà, des outils un peu modernes comme LinkedIn aujourd'hui qui viennent un peu casser la baraque et réinstaller en fait des logiques d'équité qui sont beaucoup plus intéressantes qu'hier. C'est une bonne nouvelle. Et vous, Samir, est-ce que vous voyez ça aussi chez Apart? Et tu disais ils n'utilisent pas forcément LinkedIn. Quels outils utilisent les jeunes que vous accompagnez et comment accompagner aussi ces mutations pour elles et eux? Oui, effectivement, ils sont pas. Nous, en tout cas, les jeunes qu'on accompagne, et notamment sur la question de l'IA, à part la lettre de motivation ou le CV qu'on fait grâce à l'IA. Donc, nous, on essaie de les conseiller, ou en tout cas de faire intervenir des gens un peu plus spécialisés sur la question, de façon à ce que les jeunes ne deviennent pas abrutis non plus, excusez-moi de l'expression, à tout demander et tout attendre de ChatGPT ou d'autres IA qu'ils utilisent. Donc l'IA, oui, mais il faut que ce soit, ce qu'on leur dit, un outil complémentaire et pas un outil où on va tout faire à la place et se présenter à la place grâce à l'IA. Moi, je reviens sur le fait de humaniser les choses. Donc, on va plus apprendre les jeunes à savoir se vendre, savoir parler d'eux-mêmes. Parce qu'une fois qu'ils ont ces outils-là, en fait, cette confiance en eux, eh ben, leur lettre de motivation, en vérité, ils peuvent la faire tout seuls. Et on ne va pas attendre après l'IA sur tous les sujets. Après, cette culture dans la recherche d'emploi, d'aller chercher à travers certaines applications, tout ça et tout, nous, par rapport à nos publics, on les accompagne. On est quand même en 2026, c'est quand même les outils d'aujourd'hui, les outils de demain. Donc on essaie de ne pas perdre la main sur ça. Mais je dirais dans les quartiers, ce qui est un peu la difficulté qu'on rencontre nous-mêmes en tant que structure, bah, c'est face au marché de l'emploi, quoi. Quand, ce que je disais un peu, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, ce qui se présente à nous. Nous, par exemple, en Seine-Saint-Denis, dernièrement, quand on parle de l'IA, on parle, et le lien avec les métiers, on va parler des data centers qui vont se construire. Donc on va chercher des vigiles, on va chercher des câbleurs.
Mais on ne vient pas nous parler des métiers que l'IA va générer ou les métiers de demain, à croire que nos jeunes n'ont pas forcément ces compétences-là ou ils ne vont pas vers ces écoles-là. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, en fait, c'est développer aussi ces partenariats. L'année dernière, on a monté le premier sommet en Seine-Saint-Denis sur l'IA, en invitant des spécialistes. Et dans toutes les tables rondes qu'on avait, ben, il n'y en avait aucun de Seine-Saint-Denis. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas en Seine-Saint-Denis, mais en même temps, il y a des questions encore à démocratiser dans les quartiers. Donc je ne parle pas que de la Seine-Saint-Denis, mais en général dans les quartiers de France, sur ces métiers, ces nouveaux métiers et les métiers de l'IA que peuvent générer. Parce qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est aussi les métiers qu'on est plus sur la compétence, sur le savoir-faire ou un peu autodidacte, où on peut être autodidacte et pas forcément avoir ces bac plus 5, bac plus 7, ou que forcément ça va décourager des jeunes qui ont arrêté l'école pour des raisons diverses et variées. Et notamment, c'est souvent lié à leur histoire. Arrêter l'école à 15 ans, 16 ans, on ne va pas leur dire à 25 ans, reprends tes études, refais. Donc ça va être des cas exceptionnels. Donc notre approche, elle est plus les accompagner sur un parcours, sur certaines questions, mais surtout passer le message où que, ils peuvent upgrader un peu leur projet ou leur ambition. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la transition écologique, il y a beaucoup de métiers techniques et manuels à créer, sur lesquels on apprend vraiment sur le terrain au fur et à mesure et qui peuvent peut-être répondre aussi en partie à certains besoins. Il nous reste très peu de temps, on va ouvrir sur le futur. Donc déjà, Fabienne, est-ce que vous pouvez nous partager quels sont les métiers qui recrutent et les secteurs qui recrutent? Est-ce que vous voyez aujourd'hui sur la plateforme en termes de pénurie de main-d'œuvre? Alors les métiers qui recrutent, je vais citer 3 grandes catégories, évidemment l'ensemble des métiers de la tech. Et les métiers de la tech, Samir le soulignait, de tout niveau, effectivement, responsable dans un data center, et on peut commencer très tôt, y compris avec peu ou pas de qualification. Donc l'ensemble des métiers techniques. La deuxième filière que j'aimerais citer, c'est effectivement tous les métiers relatifs à la transition énergétique et climatique. Chauffagiste, ventilation, climatisation et encore une fois, tout niveau de seniorité et compétences sont très demandés. Et puis, troisième grand domaine, tout ce qui est médico-social. Et évidemment, avec la révolution démographique, tout ce qui est aide aux soins pour les personnes âgées sont très demandés. Ce que j'aimerais souligner, et on y reviendra, j'imagine, en conclusion de cet échange, mais aujourd'hui, encore une fois, LinkedIn, c'est 32 millions de professionnels sur la plateforme, donc près de 90% des professionnels en âge de travailler. Ça veut dire que, encore une fois, notre propos, il est d'accompagner tous les professionnels et à compétences égales, de donner un accès égal à l'emploi, égal au réseau, ce qui est particulièrement important et ce qu'on a travaillé à plusieurs reprises ensemble avec Samir, parce qu'effectivement, pour rendre ces talents visibles, ces compétences visibles auprès des entreprises, il faut que ces personnes soient visibles et qu'elles aient un réseau. Or, lorsqu'on est issu d'un certain milieu, qu'on n'a pas fait forcément une grande école et qu'on n'a pas eu l'occasion de faire des stages ou une alternance dans une entreprise qui a donné l'occasion de construire ce réseau professionnel, vous avez en moyenne un réseau qui est 12 fois moins fort. Le chiffre à garder à l'esprit, c'est lorsque vous avez au moins une connexion dans l'entreprise dans laquelle vous candidatez, vous avez 4 fois plus de chances d'être recruté. Donc notre propos, en travaillant aux côtés d'associations et d'institutions telles que Mosaïque RH avec Saïd ou Samir, c'est justement d'accélérer ce mouvement pour pouvoir rendre ces talents visibles, ces talents dont les entreprises ont besoin. Merci beaucoup pour ces actions. Saïd, vous parlez beaucoup on en a parlé un petit peu de révéler ses talents, révéler ses compétences, se connaître soi-même. Est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui sont là et je crois que vous avez développé un outil aussi sur ces sujets, donc si vous voulez en parler. Alors j'ai un super conseil à donner à la salle. Alors je ne sais pas si tout le monde a déjà fait des
des bilans de compétences, des tests de personnalité, mais moi je trouve que c'est un outil en fait d'avenir. Alors d'abord, il faut savoir qu'un test de personnalité, ça évolue. Sa personnalité professionnelle évolue dans le temps. Donc il faut savoir le faire assez régulièrement et en fonction des périodes charnières de sa carrière professionnelle. Moi, j'invite tout le monde à travailler en fait sa recherche d'emploi, en tout cas qui se positionne sur ce sujet-là, de s'interroger en fait réellement sur le potentiel de chacun. On est tous différents, on a tous des spécificités, on a tous des passions, et ces passions, en fait, elles peuvent rentrer en interaction plus ou moins fortement avec des secteurs d'activité, avec des territoires, avec des bassins d'emploi, avec des typologies d'entreprises, avec des typologies d'entreprises, c'est aussi la taille. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous faits pour travailler dans une grande entreprise, on n'est pas tous faits pour pouvoir réussir sa carrière professionnelle dans une entreprise publique. En revanche, c'est intéressant de savoir avec quel type d'organisation on est compatible. Et en faisant cet exercice, en passant des tests de personnalité, donc nous on a un partenariat stratégique avec Assess First sur notre plateforme qui s'appelle mosaictalent.com. Vous pouvez vous connecter gratuitement pour passer ces tests. Il y en a d'autres sur d'autres sites. Vous allez pouvoir faire un diagnostic en fait de potentiel, connaître vos motivations réelles, comment ces motivations peuvent rentrer en synchronisation avec des secteurs d'activité qui ont des besoins particuliers. Et à partir de là, construire en fait votre recherche d'emploi. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'IA, quand elle est maîtrisée, elle peut nous permettre de réduire ces inégalités, elle peut surtout nous permettre de trouver la bonne trajectoire et multiplier en fait des opportunités qu'on n'avait pas imaginées. Et donc on a mis en place avec Accenture, avec Salesforce, mais aussi avec Microsoft, en fait un outil qui s'appelle ZIA. C'est véritablement en fait un agent qui va permettre à l'individu, celui qui cherche du travail, de répondre à quelques questions. Et en fonction des réponses qui vont être données, en fonction de la manière dont est organisé le CV, il va organiser une conversation qui va vous permettre de vous rentrer en fait dans un couloir qui va vous donner des opportunités en fonction de l'actualité réelle en fait des opportunités du marché du travail. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc c'est pareil, c'est un outil qui est gratuit, qui est accessible à tout le monde. On l'a fait dans une logique en fait de réduire encore une fois les inégalités et les discriminations. C'est un outil qu'on utilise plutôt sur les jeunes, par exemple, qui sont aujourd'hui boursiers, qui sont dans les universités, qui habitent les quartiers politiques de la ville. Donc c'est un service qu'on offre et qui permet de monter très vite en compétences, de structurer sa recherche d'emploi et de trouver en fait des réponses appropriées en temps réel. Merci. Et enfin, Samir, est-ce qu'il y a un conseil que vous avez envie de partager aussi, basé sur votre expérience, sur comment naviguer aujourd'hui dans la recherche d'emploi? Ouais, alors moi, ce serait plus un conseil vis-à-vis des recruteurs, des entreprises. Et je vais le dire avec mes mots, c'est de se décontracter un peu et accepter la jeunesse d'aujourd'hui, lever les préjugés et plus viser sur la personne, sur les compétences. Quand on voit encore toutes ces jeunes étudiantes, ces femmes voilées qui ne trouvent pas de travail parce qu'elles ont des convictions, quand on voit ces jeunes qui sont présentés en entretien assez bien habillés, mais on les a jugés parce qu'ils ont une paire de baskets, ou encore ces préjugés sur les adresses, on vit encore toutes ces discriminations-là. Et j'ai l'impression qu'on passe à côté de tout plein de talents, malheureusement, sur des petits détails, ou qu'on a plein de pays voisins, plein de pays dans le monde n'y prêtent plus attention. Et on voit cette question-là, on voit aux États-Unis, on voit au Canada, on voit en Angleterre, pas très loin, où on va plus recruter les gens sur ce qu'ils sont, sur leurs compétences, sur leur parcours et surtout la plus-value qu'ils peuvent apporter aux entreprises. Donc le fait si on se décontracte un peu tout le monde fait un peu des efforts, je pense qu'il y a de belles rencontres qui peuvent se faire et une nouvelle France qui peut se construire aussi. Merci beaucoup pour ce dernier mot. J'espère que les recruteurs qui sont à la Job Fair, un minima, entendront le message. Merci à tous et bon courage dans votre parcours. Merci.